Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, ravi de vous retrouver une fois de plus dans ce magazine du dimanche. J'aurai le plaisir de recevoir une fois de plus Prince Pengue, communicant au sein de la plateforme politique L'Avocat que coordonne actuellement Adolphe Muzitu. Il est également président national du parti AD2 Congo. Avec lui, on va discuter sur quelques points qui ont marqué finalement l'actualité en RDC en général et à Kinshasa en particulier. Bonsoir Prince Pengue, ravi de vous avoir une fois de plus sur ce plateau. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci pour l'invitation. On entame d'abord des questions qui ont trait, il faut dire, à l'actualité au sein de votre plateforme L'Avocat. On parle déjà des conciliabules. Paraît-il que déjà, il y a péril en la demeure. Muzitu et Fayoulou sont à couteau tiré. En tout cas, je l'apprends ici et je l'attends souvent, surtout dans les bouches de nos frères de la 10e rue Limité. Mais en tout cas, Prince Pengue vous dit qu'au sein de la coalition Lamuka, tout va bien. Tout va bien. Vous savez qu'un parti politique, une plateforme politique, est comparable à un corps vivant. C'est-à-dire que c'est un corps qui est en mouvement. Au sein de Lamuka, nous encourageons les débats, la discussion intelligente. Et la liberté des tons et d'opinion y est même encouragée. Il est vrai que nous sommes unis, nous débattons en ce moment de certaines questions, notamment de ce qu'on appelle les blocs patriotiques, qui est une idée, je dis bien une idée de résistance fondée sur l'article 64, qui fait de la résistance des manifestations publiques un devoir sacré pour empêcher la fraude que M. Félix Tshilombo se sont en train de planifier. Et pour cela, un parti membre de l'Union sacrée, un parti membre plutôt de Lamuka, qui est le Nouvel Élan, un parti important, qui a estimé qu'il faut que certaines personnes qui sont avec nous au sein des blocs patriotiques puissent nous dire exactement ils sont là pour quel objectif. C'est légitime comme préoccupation. Et on a débattu, on dit bon, avec qui nous sommes là et pour quel objectif. En tout cas, l'objectif est clair, c'est du bloc patriotique. D'abord, le bloc patriotique n'est pas une plateforme électorale. Il n'est pas une plateforme politique. Il n'y a pas de charte, il n'y a pas d'alliance. C'est simplement une idée qui a été émise par le président et lui de dire rassemblons-nous. Et par la suite, quand les laïcs catholiques et les laïcs protestants ont émis la même idée, on a dit bon voilà, autant laisser les prêtres nous conduire dans cette unité. Ça a déjà existé. Souvenez-vous en 2016-2017, quand nous faisions des marches, le président Eli Martin Fayoulou, à l'époque, Félix Tshilombo, Papa Etienne Sédar Moulumba, Olenganko et les autres, Franck Dung et les autres, nous marchions avec les CLC et laïcs catholiques. C'est la même idée. Empêchons à tout prix que Félix planifie la fraude. Vous parlez du débat au sein de votre plateforme, il faut quand même dire également que les autres parlent déjà des prises des positions féroces. Par exemple, avec Adolphe Muzitu, qui finalement refuse de s'allier au bloc patriotique, ce qui paralyse évidemment les activités au sein de votre plateforme. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui dire que nous sommes dans une coalition électorale, alors que vous n'engendrez pas les mêmes postures politiques maintenant. Lamuka est une plateforme politique. Lamuka a une charte. Lamuka a les différents organes de prise de décision. Par contre, Lamuka n'a absolument rien à voir avec le bloc patriotique. Le bloc patriotique est une idée de rassemblement, de manifestations pour empêcher la planification de la fraude, notamment à travers la loi électorale qui est en train d'être taillée à la mesure de M. Félix Tshilombo, à travers la CNI qui est taillée pour donner des faux résultats en 2023. Le bloc patriotique a été, je dirais, inventé comme idée pour empêcher que les lois soient taillées à la mesure et selon la volonté de M. Félix Tshilombo. Une fois qu'on atteint l'objectif, le bloc patriotique disparaît parce qu'il n'y a pas de charge. D'ailleurs, il n'existe pas en termes de... Vous allez combattre ensemble dans le bloc. Il faut le dire, hein, vous voulez combattre ensemble dans les blocs patriotiques avec, il faut dire, certains du FCC. Et aujourd'hui, si jamais vous remportez la victoire, quel serait le résultat? Vous allez vous partager le pouvoir, oui ou non? C'est le peuple qui gagne. Ah mais non, on pose la question qui est sérieuse. C'est une question qui est précieuse. Non, il faut dire. Parce que vous parlez du FCC. Bien sûr. On a Prince Pengue, mon parti, a dit que nous n'avons jamais eu
le complexe de pas du FCC. Ils sont en train de se battre avec nous sur le terrain pour empêcher la fraude. Et si on empêche la fraude, vous croyez que c'est un parti politique qui gagne? Si on empêche la fraude, vous voyez que c'est un homme politique qui gagne? Si on empêche la fraude, vous également, jeunesse, vous gagnez. Pourquoi? Parce que demain, on aura des bons dirigeants, et ces bons dirigeants viendront créer des emplois. Alors, je vais donner un exemple. Soyons clairs. Je vais être clair. C'est une question, je veux dire, de vie ou de mort par rapport à vos coalitions. Et il n'y a pas une question de vie ou de mort parce que dans la Mouka, pourquoi on dit ça? Je vous dis, personne n'a la légitimité de parler de la Mouka contre PSPNG. Je voulais vous poser une question. Allez-y. Vous faites un bloc patriotique pour combattre la fraude électorale. Et aujourd'hui, il y a élection. On suppose que Fayoulou gagne les élections. Qu'est-ce que vous allez donner finalement à ceux-là qui vous ont accompagné dans cette lutte contre la fraude électorale? C'est ce que je vous dis. Bloc patriotique, c'est pour empêcher la fraude. Ça veut dire quoi? Obtenir une loi électorale qui soit dans un cadre consensuel, c'est-à-dire qui apaise tout le monde. Définir des règles du jeu électoral. Ce qui n'est plus d'actualité parce qu'on a déjà validé celui-là électoral, on a refusé toutes les propositions de l'opposition. J'aurais souhaité que nous parlions de toutes les propositions, toutes les innovations. Ouais. Comme par exemple l'obligation de publier les résultats des élections bureau de vote par bureau de vote, faute de quoi le président de la CNI est peut-être poursuivi. Cette obligation a été rejetée. Je vais parler par exemple de l'obligation faite à la CNI de prendre le PV immédiatement après le vote, de prendre des photos de publier sur Internet. Ça, on a rejeté. Voilà le combat que la Mouka mène et que le bloc patriotique mène. Mais écoutez, je tente de vous donner un exemple. Nous étions avec le MLC, nous étions avec Vital Kamerhe. Quand Etienne Tshisekedi Lumumba nous a appelé d'aller à Genval en 2015, de Genval, on est rentré avec une plateforme qui s'appelle Rassemblement. Nous étions à l'époque, Martin Fayoulou, Madame Bazaïba qui représentait le président Jean-Pierre Magombo, Jalissien Boussa, Vital Kamerhe. Nous étions ensemble au sein de la plateforme dynamique de l'opposition. Mais, on est encore, hier, Martin Fayoulou, on dit, nous ne pouvons pas refuser l'appel d'Etienne Tshisekedi Lumumba. Ils sont partis en Belgique. Ils sont rentrés avec le nom de Rassemblement. Vital Kamerhe a dit, j'ai des membres de la dynamique de l'opposition, mais je ne ferai pas partie du Rassemblement. On a dit que c'est la liberté. Et même ça avait dit, nous demeurons membres nous demeurons membres de la dynamique de l'opposition, mais nous ne ferons pas partie du Rassemblement. On avait dit, c'est votre droit. Et les rassemblements et la dynamique de l'opposition, tous menaient la même lutte d'obtenir les élections en 2016. Ça avait créé un conflit. Aujourd'hui, Nouvel Élan, qui était membre d'un parti important de la Mouka, dit qu'écoutez, le bloc patriotique... Tu as dit qui était un parti important au sein de la Mouka. Qui était... Non, qui est un parti important au sein de la coalition de la Mouka. Et pense qu'écoutez, le bloc patriotique, peut-être qu'ils ne sont pas très à l'aise, qu'ils restent membres de la Mouka. D'ailleurs, là, nous sommes encore dans le passé, parce que le secrétaire général, Blanchard Bongoba, qui est le patron de la Mouka après le président Mouzito, a dit que non, c'est le non-bloc patriotique qui les requise, parce que ça renvoie à un groupe compact où il y a une charte, alors que le bloc patriotique n'est pas une plateforme politique, moins encore une plateforme Parlons de la consommation populaire. Parlons de la consommation populaire. Qu'est-ce que la population finalement voit au regard de tout ce que vous présentez comme recette par rapport à la lutte contre la fraude électorale? Front commun, rassemblement, bloc patriotique, et demain, qu'est-ce que ça sera? Écoutez, j'ai été à Nsele, côté d'Aipen. J'ai été à la route Nzoku, jusqu'au fond, chez Kizenga là-bas. J'ai été à Bandal, point, c'est un parlement debout. La population nous demande de faire tout pour empêcher la fraude. Et c'est l'article 104 qui le dit. L'article 104 dit ceci. Tout Congolais a l'obligation de faire chèque en bosso. C'est ce qu'il est en train de faire. Vous avez dit que même M. Sangatia, l'auteur de la proposition de la loi électorale, a quitté le Parlement en colère. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'il y a danger. Maintenant, si Matata vient, il dit que oui, nous avions violé la Constitution hier avec Kabila, mais aujourd'hui nous avons les conséquences. Aujourd'hui, c'est Félix qui viole la Constitution. Il faut l'empêcher. Qu'est-ce que vous faites? Écoutez, moi et Félix Tshisekedi. Il faut l'embrasser directement. Moi et Félix Tshisekedi. Je ne vois pas les convénients. Moi et Félix Tshisekedi. Les démons d'hier deviennent des gens. Je suis clair comme l'eau des roches. Ouais. J'ai hier, moi, Epenge, hier mon parti, Pierre-Jacques Chaloupa a failli perdre sa vie. On a combattu le régime Kabila avec les Matata et les autres.
parce qu'il violait la Constitution. Aujourd'hui, on vous voit, c'est récollé. Aujourd'hui, c'est récollé avec le gens de Kabila. Aujourd'hui, pouvez-vous me dire qui viole la Constitution aujourd'hui? C'est Kabila? On pose la question, vous qui répondez. Non, répondez-moi. Yes, c'est Kabila qui violait la Constitution. On l'a combattu. Aujourd'hui, messieurs, qui viole la Constitution? Aux yeux de l'opinion. Non, mais c'est l'opinion qui m'a dit de vous demander qui viole la Constitution aujourd'hui. Si on vous pose cette question, c'est aux yeux de l'opinion. Mais comment on vous voit s'y récoller avec les ténors du FCC aujourd'hui, alors que vous les avez vilipendés il n'y a pas longtemps? Qu'est-ce que vous finalement vous offrez à la population qui croyait en vous et qui vous voit aujourd'hui côte à côte avec les ténors du FCC ou du PPRD? Qu'est-ce que vous offrez comme spectacle? Et que pense la population quand hier Félix Tshisekedi a combattu Lambert Mende et aujourd'hui Félix Tshisekedi a travaillé Lambert Mende? Quelle passe l'opinion quand hier Félix Tshisekedi a vilipendé la transhumance? C'est ce que vous refaites. Et voilà ce que pense l'opinion. Et voilà ce que pense l'opinion. Oui. L'opinion pense qu'on a raison d'arrêter Félix Tshisekedi dans sa faute. Parce que l'article 64 dit que tout Congolais a l'obligation de faire échec à un groupe de gens qui veulent prendre le pouvoir en otage. Aujourd'hui, il y a un groupe de gens de l'Union sacrée qui ont dit toutes les innovations présentées par Sesanga, nous les mettons de côté. Nous allons faire la loi selon que cela nous semble bon. Et pour nous, même vous, et je vous confirme ici, je vous regarde droit dans les yeux, même Jean-Marc Kabound, s'il vient marcher avec nous, nous allons marcher avec lui. Même Augustin Kabouya, s'il sera compte que les combats d'Etienne Tshisekedi Lumumba est en train de trahir, nous marcherons avec Augustin Kabouya. Si Massata vient demain, je marcherai à ses côtés. Pour moi, quand il s'agit de sauver la patrie, je vais vous dire une chose. Vous connaissez Stan City, non? À Stan City, Japem Bagombo, Ingele Foto et les autres avaient fait d'Etienne Tshisekedi Lumumba un moins de l'idée de l'opposition. À la place d'Etienne Tshisekedi Lumumba, on avait mis Zaïdi Ngoma comme une idée d'opposition. Mais Etienne Tshisekedi Lumumba, quand il est rentré ici, il a dit que même si hier, Bemba et Kabila m'avaient trahi, pour sauver la nation, je peux m'allier avec Bemba. C'était pour la cause de la nation que on va y revenir. Nous ici, c'est pas une alliance, il s'agit tout d'abord d'empêcher la faute de cadre de préparer. Quand on il y a encore finit cela, il y a encore 2-3 questions par rapport à ça, donc on va y revenir. Le temps de montrer une image importante en rapport avec la date de 17 mai, la date pour la célébration des forces armées congolaises. C'est en présence du chef de l'État et de quelques personnalités. Je commentaire. La date du 17 mai 1997 aura été un tournant décisif dans l'histoire de la République démocratique du Congo. 25 ans après, la nation congolaise se souvient de la bravoure de ses forces armées qui ont déboulonné l'une des dictatures les plus enracinées de l'Afrique. C'est pour honorer les hommes des troupes et célébrer ensemble la journée des forces armées de la RDC que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est allé s'incliner devant le monument du soldat inconnu dans la commune de Gombe. Devant les officiers généraux et supérieurs, le chef d'état-major général des FRDC, le général Mbala, a loué les hauts faits d'armes du 17 mai. Je voudrais signifier à l'assistance que la journée du 17 mai de chaque année a une portée hautement symbolique pour les forces armées de la République démocratique du Congo, d'autant plus qu'elle permet de remémorer l'ensemble des vaillants militaires que nous avons perdus sur le champ de bataille et partagés en même temps le deuil avec toutes les Congolaises et tous les Congolais, car nous sommes votre émanation. C'est ici l'occasion pour nous de leur signifier que leur mort est non seulement une émotion partagée entre les familles congolaises, mais surtout un exemple de patriotisme et une preuve de leur détermination à sauver le Congo jusqu'au sacrifice suprême, depuis la force publique jusqu'à ce jour. Il y a seulement 4 jours que le président de la République a patronné un séminaire sur l'éthique et la déontologie dans les forces armées de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui encore, nous saluons respectueusement cette disponibilité à accompagner les forces armées de la République démocratique du Congo à l'occasion de cette journée spéciale que nous avons placée sous le thème Armée-Nation. Tout en rendant
indûment hommage au président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, qu'il me soit permis, au nom de tous les membres des forces armées de la République démocratique du Congo et au mien propre, de réitérer au chef de l'État notre serment, je dis, ne jamais trahir le Congo. Les forces armées de la République démocratique du Congo bénéficient d'une attention particulière du commandant suprême qui ne lésine pas sur les moyens pour une montée en puissance des forces armées de la République démocratique du Congo. Éthique et déontologie dans l'armée pendant 72 heures en présence du chef de l'État et de quelques personnalités en vue des états généraux de l'armée. Image de commentaire. Malade depuis près de 20 ans de son éthique et de sa déontologie, l'appareil de défense nationale congolaise vient de franchir le premier pas de son processus de traitement en y dressant un diagnostic profond et en proposant de pistes de solutions. Initialement prévu pour 2 jours, les officiers généraux et supérieurs ont eu besoin de 72 heures pour épuiser la matière contenue dans différents sous-thèmes autour de l'éthique et déontologie de l'armée, avec en conclusion de nombreuses recommandations formulées. Sur le principe d'éthique, de déontologie et de leadership, le séminariste se sont dit qu'il faut sensibiliser et vulgariser le texte, appliquer le trinôme formation, équipement et casernement. Ils ont demandé que soit renforcé le contrôle et l'audit, qu'il soit appliqué les sanctions positives tout comme négatives, qu'il soit respecté le principe de mérite et de compétence, et qu'il soit organisé dans un délai court les états généraux de l'armée. Sur le recrutement, la formation et l'entraînement, les séminaristes recommandent entre autres le respect de critères en choisissant de bons recruteurs, d'adapter la formation aux besoins de l'armée et améliorer les infrastructures. Ce séminariste, en parle le colonel Mukimbi Nenet, leur délégué, affirmé avoir pris l'engagement d'améliorer leur comportement dans l'exercice de leurs tâches et de partager les acquis du séminaire à leurs unités respectives. Fort de cet engagement, le chef de l'État et commandant suprême de forces armées de la République a dans son mot de clôture réitéré sa confiance aux forces armées de la République appelées à mettre terme au règne de forces négatives qui menacent dangereusement l'intégrité du pays. Les commandants de grandes unités que vous êtes devaient donc être capables, à la fin de ces jours de réflexion, de fédérer et de vous organiser pour adapter vos actions à l'évolution du temps et de l'espace. Ma conviction est de ne pas clôturer un séminaire atelier, mais plutôt mettre fin aux antivaleurs et autres mots MAUX, que vous avez décriés tout au long de vos discussions et qui vous ont caractérisé des années durant. Abandonnez-les, enterrez-les et à jamais prenez un nouvel élan. Clé de voûte du bon fonctionnement de forces de défense et sécurité, la discipline militaire exige un commandement responsable qui doit répondre aux exigences de contrôle et de rédévabilité en retenu des séminaristes. Le dernier acte de ce séminaire, c'est ce repas de corps partagé avec le commandant suprême au chapiteau de la Cité de l'Union africaine. Voilà, tout à l'heure, là, c'était donc le chef de l'État autour de militaires des forces armées congolaises pour parler de la morale, évidemment, au sein de l'armée. Peut-être je reviens vers vous avant de rebondir sur la plateforme Lamontia. J'ai 2-3 questions, surtout par rapport à la date du 17 mai, qui est aujourd'hui perçue par certaines opinions, il faut dire, une date qui ne concorde pas avec l'événement. Comment est-ce que, à votre niveau, vous appréhendez finalement l'entrée de la FDL? Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'une révolution armée telle que présentée en date du 17 mai? Bon, écoutez, nous n'allons pas ici faire les contre-sens de notre histoire. L'histoire est faite de gloire et des ignominies. C'est notre histoire, nous devons l'assumer. Elle est vacillante, elle est tâtonnante, mais c'est notre histoire.
Je crois que M. Kabila, nous devons considérer son entrée à Kinshasa ou au Congo comme une réponse à une demande interne. Nous avions eu Mobutu qui est arrivé au pouvoir par un coup d'État, qui a dirigé le pays, qui a, dans certains aspects, réussi à réunir les Congos, à créer la cohésion et l'unité nationale, mais qui a failli dans bien des domaines. À un moment donné, la demande du peuple était pressante. Il fallait que Mobutu parte, parce que l'ange qu'il était au départ, dans une certaine mesure, s'est transformé en un véritable fossoyeur du pays. C'est ainsi que la population exigeait à ce que Mobutu parte. Il y a eu l'IDPS avec Etienne Tshisekedi Tshilombo, d'abord les 13 parlementaires, qui ont fait par tous les moyens pour le faire partir, ils n'y parvenaient pas. Et dès lors, toute solution était entendue. Même un coup d'État était souhaité, comme toujours. Quand un régime devient dictatorial, le peuple congolais attend et espère le salut de n'importe où. C'est ainsi que Mouzé avait saisi l'occasion et est arrivé. Souvenez-vous que le 16 mai 1997, quand les généraux sont allés voir Mobutu pour lui dire que nous ne serons plus en mesure qu'il n'était plus en mesure de les sécuriser, à Kinshasa déjà ça bougeait. Et quand Mouzé entre enfin à Kinshasa le 17 mai, il y a une grande fête, une très grande fête, au propre comme au figuré. Ça veut dire que la date du 17 mai est une date importante dans notre histoire. La suite des événements, malheureuse soit-elle, ne peut pas nous faire oublier la joie que nous avions tous éprouvée quand nous étions entrés ici. C'est-à-dire que cette joie-là traduisait l'espérance, traduisait une forme de libération. Est-ce qu'on peut parler de la libération ou on doit parler de la révolution de l'armée? Ou encore, est-ce qu'on peut vraiment parler de la chute du régime ou on peut parler de la révolution de l'armée? C'est ça la grande question. Tout dépend de la suite des événements. Ouais. Je parle de la date du 17 mai en elle-même, était une date importante. Parce que moi, j'avais vu la ferveur populaire, la joie dans les visages des Congolaises et Congolais. Je suis quinois, j'étais là, nous étions tous sortis dans la rue, nous acclamions ces Kadogo. Pourquoi on acclamait? C'est parce que nous pensions que nous étions un peu dans une espèce de dôme où Mobutu nous contrôlait tous. La suite des événements. Et après, la suite des événements est arrivée. Ouais. Là, Mouzé a commencé à décevoir, principalement sur le plan politique. Notamment quand il a décidé de prendre le papa Etienne Tshisekedi Tshilombo pour le rétrograder dans son village, et quand il a dit qu'il interdisait les activités des partis politiques, là, tout de suite, on a commencé à percevoir que Mouzé ne venait pas un héros tel qu'on le croyait. Mais néanmoins, la date elle-même, c'est une date. Est-ce qu'on doit la célébrer? Je ne pense pas. Mais ça doit être l'objet d'une méditation. Très bien. Réfléchissez sur ce qui s'est passé, ce qui a réussi, ce qui n'a pas réussi, et pour voir qu'est-ce qu'on fera demain. Parce qu'attention, l'histoire est en train de bégayer. L'histoire risque de se répéter. Voyez-vous? Mais si Tshilombo arrive au pouvoir par un coup d'État constitutionnel, ce que Kabila a fait en 2018 est un coup d'État. Le peuple choisit largement, magistralement Martin Fayulu comme président de la République. M. Kabila a fait un coup d'État constitutionnel au bénéfice de M. Félix Tshilombo. Félix arrive, il y en a qui disent, attendez quand même le voir, hein, c'est la fin de Tshisekedi. Aujourd'hui, vous voyez, non? Il est devenu tout rouge. C'est un monsieur qui casse tout, qui viole tout. La raison pour laquelle je vous disais, c'est que nous avons combattu Kabila hier parce qu'il violait la Constitution. Aujourd'hui, celui qu'on combat, c'est celui qui viole la Constitution aujourd'hui. On parlait du 17 mars. Nous disons, nous devons tirer les conséquences des 17 Parce que les conséquences suivent, parce qu'on a dans ce deuxième élément qui parle de l'immoralité au sein de l'armée, l'infiltration au sein de l'armée, l'inopération. Je peux parler de l'inopération, peut-être dans ce sens-là, par rapport surtout à l'état de siège. Et cela est dû, il faut dire, n'est-ce pas, à la célébration de la date du 17 mai, où on a vu quand même une armée qui était un peu, je veux dire, hétéroclite, et qui n'a pas permis finalement que ça décolle. Est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, nous sommes en train de vivre finalement les conséquences du 17 mai? Mais je constate tout simplement que vous avez fait du mur de lamentation de M. Félix Tshilombo le vôtre.
On ne peut pas venir au pouvoir et commencer à lérnicher, à pleurer partout. Ça fait 3 ans. 3 ans et demi que M. Félix Tshilombo est là. Ces mille de lamentation va tomber quand? Parce qu'il s'agit de dire, je suis chef de l'État, je suis le commandant en chef ou commandant suprême de cette armée, j'ai le pouvoir de décider. Infiltration, nous le savions. Quand nous étions dans l'opposition, nous savions que l'armée était infiltrée. Parce que les différentes opérations de mixage, de brassage, de colmatage et d'assemblage qu'on a menées ici avec le régime Kabila a fait en sorte que voilà, plusieurs groupes armés puissent injecter leurs éléments incontrôlables, incontrôlés, indisciplinés dans l'armée. Ce qui fait que l'armée qu'on croit aux jeunes ne l'est pas. Mais souvenez-vous quand M. Félix Tshilombo prend le pouvoir, qu'est-ce qu'il dira? J'ai hérité d'une armée forte de la part de mon prédécesseur. Il parlait de quelle armée? Aujourd'hui, c'est aujourd'hui qu'il vient se rendre compte qu'il n'a pas été d'une armée forte, mais d'une armée infiltrée. Voilà. C'est pour dire combien de fois, plutôt combien les messieurs n'étaient pas préparés à la tâche. Parce que nous savions que l'armée était infiltrée. Voilà pourquoi nous avions dit que Martin Fayulu avait dit, dès que j'arrive au pouvoir, je vais amorcer la réforme de l'appareil sécuritaire. Voilà. On prend un autre élément qui parle pratiquement de la visite du chef de l'État, Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi. Nous sommes à Bujumbura, sur invitation du chef de l'État burundais. Image de commentaire. Samedi 21 mai, la vie s'est arrêtée net dans la ville de Bujumbura, capitale du Burundi. Les grandes artères menant à l'aéroport Melchior Ndadaye, qui étaient toutes parées aux couleurs des drapeaux de la République démocratique du Congo et du Burundi, ont accueilli un monde fou. Des milliers des habitants de Bujumbura, mobilisés, Congolais comme Burundais, étaient amassés le long des carrefours pour accueillir en toute fraternité le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en visite officielle de 72 heures en terre burundaise, sur invitation de son homologue, le général-major Évariste Ndayishimiye. 17 heures heure locale, l'avion transportant le président de la République atterrit à l'aéroport international Melchior Ndadaye. Accompagné de son épouse, la distinguée première dame Denise Nyakeru, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est accueilli par le ministre burundais des Affaires étrangères et de la coopération au développement, l'ambassadeur Albert Shingiro et plusieurs autres officiers de la police et de l'armée de ce pays hôte. Le rythme du tambour et du folklore burundais a agrémenté cette cérémonie d'accueil sur le tarmac de l'aéroport. Et pendant quelques minutes, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu un bref entretien avec le ministre Albert Shingiro au salon d'honneur de l'aéroport. Difficile pour le cortège d'entamer son parcours vers le palais présidentiel, la communauté congolaise venue de la province voisine du Sud Kivu a tenu mordicus à communier avec son président. C'est au palais présidentiel Ntare House que le chef de l'État congolais a été accueilli par son homologue Évariste Ndayishimiye par des chaudes accolades qui en disent long sur l'excellence des relations de fraternité qui caractérisent les deux pays partageant une frontière longue de quelques 256 km. 21 vibrants coups de canon sont tirés en signe de respect et de haute considération à son invité de marque.
Comme c'est de coutume ici, au passage d'un invité de marque, 2 manguiers sont plantés par les 2 chefs d'État, un rituel symbolisant le rapprochement des 2 nations sœurs. Il s'en est suivi un tête-à-tête à huis clos de près d'1 heure entre Félix Tshisekedi Tshilombo et Évariste Ndayishimiye, à l'issue duquel le président congolais s'est adressé à la presse. Avant de dévoiler l'agenda de ces 3 jours en terre burundaise, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a remercié son homologue pour l'invitation, mais surtout pour la chaleur humaine dont a fait montre la population hospitalière de Buja. Je suis animé d'une grande joie aujourd'hui de fouler pour la 2e fois le sol de ce pays. Aujourd'hui, je reviens ici pour passer plus de temps auprès de mon frère Ndayishimiye pour connaître davantage ce pays et son peuple, que je remercie pour l'accueil chaleureux qu'il m'a témoigné, ainsi qu'à ma délégation. Je viens ici pour discuter de grandes choses qui vont dans le sens des intérêts de nos 2 pays, de nos 2 peuples, qui doivent davantage se rapprocher. Voilà, on reste toujours dans les activités du chef de l'État. Cette fois-là, on le prend en face des sénateurs qui ont parlé également des conflits à l'Est de la République. Et moi, je commentaire. De la Cité de l'Union africaine, où le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a rencontré le président du Sénat, Bahati Lukwebo, et une forte délégation des sénateurs, toutes tendances confondues. La situation sécuritaire dans l'Est du pays, principalement au Nord Kivu et à Ituri, les 2 provinces en état de siège, était évoquée au cours des échanges. Le chef de l'État a réitéré sa détermination dans la recherche de voies et moyens de restaurer la paix et la stabilité dans cette partie du pays. Il se met aussi à l'écoute des élus du peuple, eux qui sont proches de la population. Ma détermination reste sans faille, quelle que soit la direction que prendra les événements. Donc, c'est-à-dire on maintient l'état de siège ou on le transforme en autre chose, peu importe, je suis à votre écoute. Comme je l'ai été d'ailleurs au moment où nous avons pris la décision d'instaurer cet état de siège. Et je l'ai promis, je vais, dans les jours qui viennent, réunir un parterre de représentants du peuple d'Ituri au Sénat, à l'Assemblée nationale et même au gouvernement, ensemble avec les officiers supérieurs de l'armée ainsi que d'autres autorités pour voir ensemble ce que nous pouvons donner comme suite à cet état de siège. Car chaque jour qui passe et qui compte son lot de morts, d'innocents, qu'on tue comme ça par une violence gratuite, c'est pour moi un jour de torture à chaque fois. Il faut qu'ensemble on puisse mettre fin, mais définitivement, à cette violence inutile et gratuitement violente. Au chapitre du développement de la RDC à partir de la base, le président de la République a indiqué que le programme de 145 territoires sera bientôt implanté et connaîtra sa vitesse de croisière. Je voudrais aussi attirer votre attention sur le programme des 145 territoires. Et là, pour dire que dans les jours qui viennent, il va vraiment connaître, il va atteindre sa vitesse de croisière. Je crois qu'on pourra maintenant l'implémenter parce que il fallait mettre en place toutes les structures nécessaires, surtout de financement. Je compte sur vous, représentants du peuple, pour l'accompagnement d'abord de ce programme. Par accompagnement, j'entends sa matérialisation. Il faudrait que, ensemble avec les élus locaux, vous puissiez veiller à ce que tout se passe sans encombre, qu'on n'ait pas de dégâts du genre détournement de fonds ou ralentissement
des travaux, parce que je souhaiterais vraiment que l'impulsion soit donnée jusqu'au plus profond de nos entités territoriales. Cette rencontre intervenant à la veille de la plénière du Sénat, le président de la Chambre haute du Parlement a invité les sénateurs à voter la loi sur l'état des sièges en attendant la prochaine table ronde annoncée par le président de la République. Conscients de l'enjeu, les sénateurs sont engagés à accompagner le président de la République dans la recherche des solutions susceptibles de mettre un terme à l'insécurité dans l'est du territoire national. La cérémonie s'est terminée par une séance de photos tour à tour, les sénateurs avec le président de la République. De consultation de paix, nous sommes à Nairobi, les émissaires de la République, je veux dire la présidence de la République en face des leaders de groupes armés rebelles. L'image de commentaire. Nous suivons déjà maintenant depuis un mois et demi le démarrage de ce processus de Nairobi. Nous sommes très encouragés par cette initiative prise par le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo avec le président du Kenya. Ça nous semble être une voie de sortie à la crise qui existe actuellement dans l'Est. C'est pour joindre la parole à l'acte que l'équipe mixte de la présidence de la République démocratique du Congo et celle du Kenya ont entamé une tournée de sensibilisation dans les provinces de l'Est de la République, bastion des groupes armés pour préparer les prochains rounds des consultations de paix et les troisièmes conclaves de chefs d'État à Nairobi. À l'étape de Goma, le mandataire spécial du chef de l'État, Serge Chibangu, et l'ambassadeur du Kenya en République démocratique du Congo, Georges Massafu, ont longuement échangé avec les leaders des communautés locales et le représentant des groupes armés parce qu'il est clairement établi qu'il y a une connivence entre les combattants armés et leur communauté ethnique. Les leaders Hutu, Houndé, Tembo, Nyanga, Nande et Tutsi ont expliqué les raisons qui ont poussé leurs fils à prendre les armes. Aujourd'hui, tous sont unanimes et appuient l'idée du président Félix Tshisekedi. Trop c'est trop, nous en avons marre avec cette insécurité causée par nos groupes armés. Et le président de la République a pris l'initiative à partir de Nairobi de rencontrer les groupes armés. Ce n'est pas que les FARDC ne sont pas en mesure de les traquer, mais l'initiative du chef de l'État, c'est de voir comment tous ces jeunes gens, ils sont issus des communautés. Et donc, si on y allait avec les armes, on va plus tuer la population. Et son initiative, c'est de voir comment tout le monde peut s'impliquer pour que ces jeunes déposent les armes. Voilà, comme ça Pengue tout à l'heure là, c'était donc des consultations avec les groupes rebelles. Est-ce qu'on peut dire que cette initiative prise par le chef de l'État pourra aboutir finalement à une fin de guerre dans cette partie de la République? Eh bien, il faut dire que les dialogues que M. Tshilombo a amorcé avec les groupes armés en soi est un échec. C'est un échec parce que bien avant cette initiative, c'était évidemment son état de piège. Souvenez-vous qu'avant de le décréter, il avait lancé quasiment un ultimatum aux groupes armés en disant que ceux-là qui refusent de déposer les armes auront une attaque foudroyante. Et l'attaque foudroyante, c'était l'état de piège, bien évidemment. Alors, nous sommes, je crois, à la 24e prorogation. Maintenant, faisons le bilan. En termes de nombre de morts, je crois qu'on a dépassé 3000. Si on doit s'en tenir aux chiffres qui ont été avancés notamment par les baromètres sécuritaires de Kivu et deux ONG. Donc la situation s'est dégradée davantage. La situation de sécurité, bien entendu. Nous pensons que c'est mal pris. Il maîtrise mal la situation sécuritaire et les enjeux. Donc, selon vous, il n'y a pas d'avancée alors qu'on a récupéré certains territoires quand même par les FARDC. Est-ce que vous ne pensez pas que quelque part vous n'analysez pas correctement, ou soit vous ne voyez pas correctement ce qui se passe finalement à l'Est de la République? Le chef de l'État a entamé des consultations au rapport par rapport à cette... Mais nous sentons quand même qu'il y a des avancées par rapport à l'armée. Est-ce que vous ne comprenez pas cela? Les avancées qui comptent, c'est le nombre de vies épargnées. Or, on a l'impression que les massacres continuent et augmentent. C'est comme ça que je vous dis que
ce dialogue-là, ce n'est pas l'initiative de M. Tshilombo. C'est ses parrains ougandais, rwandais. Ça peut avoir quel impact finalement ce dialogue avec les groupes armés? Aucun impact sinon de créer un appel d'air, de dire aux autres aventuriers, allez tuer et vous aurez votre licence pour négocier avec le gouvernement et entrer dans l'armée, entrer au gouvernement. Donc, c'est un message néfaste qui est envoyé aux groupes armés. Pendant que nous on marche ici à Kinshasa, nous la Mouka, DD Congo, Nouvel Élan, SID, les autres, les forces sociales et politiques, pour exiger un consensus en dehors des institutions sur la loi électorale. On nous envoie la police, on nous envoie l'armée pour nous tirer dessus, pour sécuriser, pour tabasser et pour blesser. Mais par contre, c'est là qui n'ont qu'on mérite, parce que là, on peut parler en termes de mérite, hein, sans hésitation. Le seul mérite de ces groupes armés, c'est d'avoir acheté des Kalachnikov, tiré sur les Congolais, tué les Congolais, et là, ils ont le droit d'aller dans les palaces à Nairobi pour négocier avec M. Félix Tshilombo. Voilà le message qui est envoyé à la République. Ceux qui veulent la paix par une voie de paix, on ne les écoute pas. Ceux qui veulent le poste par les voies des armes, on peut négocier avec eux. Donc c'est comme ça que je vous dis que c'est un appel d'air. C'est-à-dire que n'importe quel aventurier. N'oubliez pas que le M23, pourquoi le M23 il a le droit d'être sur la table de négociation? Parce qu'ils ont tiré sur les Congolais, ils ont tué les Congolais. Pourquoi ceux qui étaient là avant ont eu le droit? Tous ceux qui sont partis à Nairobi, c'est parce qu'ils n'ont eu comme mérite que de tirer sur les Congolais, d'avoir tué les Congolais. Bref, nous pensons d'ailleurs, et moi, mon parti des Congo rejette tout accord qui sera signé avec ces groupes armés, sans engagement de notre pays, c'est la trahison. Parce que Félix signe ces accords par pression de ses alliés, de Kagame, de Museveni et du président du Kenya. Malheureusement, nous, la Mouka, nous avions proposé autre chose. Souvenez-vous. Vous avez proposé la guerre contre le Rwanda. Ce que vous oui, le président Mouzito avait dit on va chuter par là. Que la meilleure défense, c'est l'attaque. Voilà, le président Fayulu était parti très loin en disant s'il était installé, il avait prévu ça dans son programme de 100 jours, il allait exiger au Conseil de sécurité des Nations Unies de demander à l'Ouganda d'organiser un dialogue inter-ougandais. À ce moment-là, les ADF vont participer dans ce dialogue et nous laisser en paix. Exiger à Kagame d'organiser un dialogue inter-rwandais. En ce moment, les FDL vont rentrer au Rwanda, se réconcilier entre eux. Pourquoi seulement au Congo qu'on demande de négocier avec ces groupes armés? Mais on n'a jamais demandé au Rwanda de négocier avec ces groupes armés. On n'a jamais fait l'obligation à l'Ouganda de négocier avec ces groupes armés. Seulement au Congo. Et quand on sait que ces groupes armés-là sont financés par l'allié de Félix Tshilombo, qui est Kagame et Museveni, on ne comprend pas que c'est le Congo les derniers de la farce. Donc il faut que ça s'arrête cette hypocrisie. Malheureusement, Félix Tshisekedi est taillé pour s'embouber dans cette piège. 145 territoires finalement, parce que le chef de l'État l'a évoqué également au cours des assises avec les sénateurs, en une minute, parce qu'on n'a plus assez de temps. Les 145 territoires, est-ce que vous pensez que c'est, je veux dire, à votre niveau, en tant qu'opposition, est-ce que vous pensez que vous êtes pour, finalement, que ce projet aboutisse, ou vous voulez carrément les combattre comme vous le faites tout le temps? Écoutez, je pense sincèrement que les 245 territoires, c'est un autre moyen de voler l'argent de l'État. C'est une arnaque de plus, comme ça a été les 100 jours. Dois-je vous rappeler ici que tous les prisonniers, toutes les personnes arrêtées dans les procès de 100 jours, tous sont libérés, y compris Jamal et Massaro. Et les Congolais entendent que l'argent volé saute des poches de ces gens-là. Que les immeubles achetés avec l'argent volé de 100 jours puissent être vendus. Il n'y aura rien du tout. Et n'oubliez pas les projets Tchilengelou. C'est ça 30 millions qui sont volatilisés. Jusqu'aujourd'hui, on demande, on ne sait pas. Pourquoi ne pas donner finalement de la chance à ce projet 145 territoires pour que ça aboutisse quand même? Mais comment donner de la République comment donner de la chance ou la chance à ceux-là déjà qui ont prouvé qu'ils ne méritent pas la chance? Ils ont initié 100 jours, ils ont volé tout. Ils ont initié Tchilengelou, ils ont volé tout. L'argent de la francophonie, ils ont volé. L'argent de la Corona, ils ont volé. L'argent de l'électricité, ça 0 trou, ils ont volé. Et vous voulez, après avoir donné 8 chances, ils ont déçu. La 9e va marcher. Alors les Congolais ne sont pas des idiots. Donc, ici, je suis en train de vous dire ceci. Que de quelle manière ils ont conçu ces programmes-là de 145 territoires? Normalement, c'est les territoires, ces entités décentralisées qui doivent, enfin, je veux dire, un territoire, c'est une entité déconcentrée. C'est eux qui connaissent les problèmes, qui connaissent les difficultés, les besoins les plus fondamentaux. Ça aide de concevoir les programmes
et de l'envoyer pour que le pouvoir central puisse en examiner et plutôt faire un examen approfondi et finance. Mais là, c'est à la présidence que le conseil de M. Félix Tshilombo se transforme en un gouvernement miniature, conçoit tout, gagne les marchés et même, et puis ils disent aux provinces, allez voir ce qu'on a construit pour vous. Ça ne se fait pas comme ça. Marshal Mobutu à son temps, quand il concevait les politiques générales, quand il faisait son discours de politique générale, vous pouvez être surpris de voir que non, il cite un village dans votre province, votre village natal. Parce que Mobutu prenait le temps d'envoyer des gens, aller voir les populations locales, prendre les désidératants, vous pensez que c'est pas fait, il n'y a pas d'étude de faisabilité. Ici, c'est le programme des 145 territoires finalement qui sont dans ce projet. Le programme des 145 territoires a été imaginé par les conseillers de M. Félix Tshilombo, enfermés dans les 4000 climatisés. Ça se rend compte des réalités qui sont sur le terrain. Et ceci ne peut que conduire au détournement à un fiasco intégral, comme l'a été le programme de 100 jours. On va prendre un autre élément là. C'est une arnaque de plus. Un ancien combattant, le caporal Albert Kenyoku, qui relate le fait de la Deuxième Guerre mondiale. Il dit c'était au 100e jour de sa vie. Il faut dire des congratulations de la part de ceux qui l'ont publié, notamment le professeur José Adolphe Voto, qui est également réalisateur de ce film L'ombre des oubliés. Image de commentaire. D'un pas lent, mais ferme et droit dans ses bottes, vêtu de son uniforme datant de la Seconde Guerre mondiale, ce brave soldat, qui a combattu pendant la Deuxième Guerre mondiale, a traversé le temps et quelques générations. Le caporal Kyuku, à part quelques problèmes de vision, se porte à merveille, avec une mémoire presque intacte, la précision dans ses propos. Il a échangé pendant quelques heures avec la presse, sous la supervision du professeur Adolphe Voto, le réalisateur du film L'ombre des oubliés, dont le caporal a participé au tournage. Face aux journalistes, le caporal Albert Kyuku a parlé de son histoire, de son combat pendant la Seconde Guerre mondiale et aussi la place qu'il occupe au sein de la société. Est-il content du traitement de la République à son égard? Ou encore a-t-il des regrets à formuler aux autorités? Le caporal Kyuku a ouvert son cœur, celui d'un Euro, celui d'un Africain parti se battre pour une cause que les politiques appellent la guerre mondiale, dont plusieurs de ses amis ont laissé la vie. Lui a cette chance d'être vivant aujourd'hui. Le 20 mai, il totalise 100 ans, jour de son anniversaire, le début d'une série d'activités qui commence ici en République démocratique du Congo. Na 46, de 43-46, akipaka biso moke na makambo mosusu me makambo mosusu akipaka biso te. Mpusa na ngai ayeba mpasi ya bana na ngai, ayeba mpasi ya kolia na ngai, ayeba mpasi ya kotambola na ngai, ayeba mpe mpasi ya famille na ngai armé. Nakozala conseiller na ndenge nini parce que ngai baza kokipe ngai te abi oui toza na bantu mingi te oyo basali lokola ndenge bino basali yo il faut osala conseiller. Les activités pour lui rendre hommage, pour commémorer ses 100 ans d'âge, son un siècle d'âge, commencent aujourd'hui avec cette conférence de presse. Et le soir, on ira dans son quartier, dans sa paroisse pour un culte d'action de grâce. Et demain, ça sera de grandes activités ici. Nous remercions l'Assemblée nationale qui a bien voulu accueillir cette manifestation. Donc demain à 10h, nous sommes sur le boulevard du 30 juin, à partir de la place de la gare centrale pour une marche de santé, comme vous l'avez vu, comment le caporal est entré ici. Quand nous avons commencé cette organisation, les gens nous posaient la question, il a 100 ans, est-ce que vraiment qu'il a 100 ans? Mais oui, qu'il a 100 ans, les documents les testent. J'ai vu encore du secrétariat général des anciens combattants, ou le secrétaire général des anciens combattants va sortir les archives qui attestent qu'il est né en 1922. Voilà, le caporal a totalisé 100 ans d'existence et non 100e jour de sa vie. Donc c'était une repas. Alors on prend maintenant la lutte contre la drépanocytose et ça c'est la première dame qui se rend à la primature pour en parler. Image de commentaire.
Des solutions efficaces et durables pour mieux combattre la drépanocytose ont été la principale question des échanges entre le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde et la Première Dame Denise Nyakiro Tshisekedi à travers la fondation qui porte son nom. Associé aux échanges, le ministre de la Santé publique, le docteur Jean-Jacques Mbungani, a salué l'engagement de la Première Dame face à cette pathologie qui touche environ 6% de la population congolaise. Il s'agit d'échanger sur des préoccupations importantes qui concernent la fondation Denise Nyakiro Tshisekedi. Il s'agissait également de s'intéresser sur la prise en charge de la drépanocytose, une maladie orpheline qui concerne 2 à 3% des Congolais. Une maladie pour laquelle il y a jusqu'à ce jour très peu d'application du gouvernement. Le Premier ministre a instruit tous les ministres sectoriels de faire un effort pour que cela et ce gap soit corrigé. Les efforts de la Fondation Denise Nyakiro Tshisekedi consacrés à passer les élèves congolais doués dans de nombreuses universités à l'étranger ont été également décortiqués au cours de cette séance de travail de près d'1h30 entre les deux personnalités. Ceux-là, parmi les meilleurs retenus, vont à l'étranger, bénéficient d'une bourse octroyée par la Fondation. Nous avons d'abord prêté une bonne oreille, une bonne écoute au plaidoyer qui a été fait par la délégation. Nous avons, avec le Premier ministre d'ailleurs, accordé une grande importance, retenu une grande préoccupation, et tout sera fait au niveau du gouvernement pour rencontrer ces demandes. Voilà, on prend finalement la traque des conducteurs des véhicules pour la paye de vignettes sur toute l'étendue de la République, de la ville de Kinshasa, je voulais dire. On prend le commandant de la ville, Sylvain Nokasoro, image commentaire. Mais vous avez vu que finalement une plénière a été convoquée et les grandes articulations ont été adoptées sans qu'au préalable un consensus ne se dégage autour de toutes ces préoccupations, de toutes ces questions-là. Et donc, vous avez une loi... Voilà, c'était donc l'honorable Mike Mukeba qui parle de l'adoption de loi par rapport à la loi électorale. On prend finalement la traque des conducteurs de véhicules. Ici, nous avons les commandants de la ville, Sylvain Nokasongo. C'est pour la paye de vignette. Image au commentaire. Général Sylvain Nokasongo, pour ce qui est du contrôle de la vignette, exercice 2020-2021 sont un réel avertissement pour ceux qui peuvent se considérer comme des hors-la-loi ou au-dessus de la loi. Le général Sylvain Nokasongo se veut intransigeant. Les dérogations de le mercredi prochain dans certains de la ville de Kinshasa ne sont pas les bienvenues. Vous savez qu'on a reporté plusieurs fois et nous avons été requis par le séminaire. Dès ce mercredi, le contrôle de vignettes va commencer. La police sera à côté des agents de la DGK pour que les gens puissent payer obligatoirement leur vignette. Comme la vignette, c'est le civisme aussi fiscal. Les gens doivent contribuer à l'État, doivent payer la taxe. Si vous n'avez pas encore payé la vignette, vous avez encore le temps de vous aligner, aller à la banque et payer sans problème. Sinon, quand il y aura les gouvernements forcés, il y a des pénalités. Il faut payer la fourrière, il faut payer beaucoup de... Ça sera une lourdeur. Donc vous serez pénalisé pour vous. Vous avez le temps. Mercredi, nous commençons l'opération de... L'avertissement est aussi valable pour les gens de la police qui tenteront de percevoir les frais de la vignette en dehors des circuits bancaires. Les pénalités et sanctions concerneront tous les indélicats. Voilà, Prince Pengue, nous sommes pratiquement à la fin. Le contrôle de vignette, on vous a contrôlé vous également, non? Écoutez, nous encourageons les Congolaises et les Congolais à payer les impôts. C'est important. Ouais. Quand on est citoyen, on paie ses impôts. Seulement, la question est de savoir où va l'argent. On a initié une opération Kinshasa Zéro Trou. On a l'impression plutôt que c'était pour nous ouvrir encore les yeux pour voir que Kinshasa, il n'y a pas de route, il n'y a qu'une succession de trous. On voit M. Ngobila qui enchaîne les meetings chaque semaine à Kinshasa. Il recrute les bourgmestres, il recrute tout le monde. Où trouve-t-il l'argent? Alors que les avis de Kinshasa sont dans les noirs. Ngobila, d'ailleurs, le gouverneur a d'abord une grande activité politique aujourd'hui. Mais c'est ça. Ngobila est en train de battre déjà campagne pour M. Félix Tshilombo. Alors que son travail comme gouverneur, ce n'est pas d'aller battre campagne pour Félix. C'est d'abord de s'occuper des routes de Kinshasa, de s'occuper des écoles, s'occuper des hôpitaux, parce que la santé, l'agriculture, l'éducation, ce sont les domaines qui entrent dans les compétences
des provinces. Alors, qu'est-ce que Ngobila est en train de faire? Donc, voilà. Et nous pensons que, voilà, il faut que nous paye les impôts, mais nous voulons aussi savoir où va l'argent des impôts. C'est voilà, pourquoi certains Congolais sont on parle de la Mouka pour chuter, parce que bon, on a appris dans les réseaux sociaux et des rumeurs, des spéculations, on parle d'une cagnotte finalement qui a divisé, je veux dire, les ténors de la Mouka. Votre réaction par rapport à cela? Non, je ne vais pas intervenir sur cela. Il y en a qui vous ont dit qu'il fallait a volé $50. Il y en a qui vous ont dit que des boss qui toquent un ennemi se sont battus pour $20. Il y en a. Lui, ça a fait finalement. Voilà. Il y a même un qui a dit il fallait dans cette histoire mettre Prince Epenge parce que si nous voulons que l'histoire soit crédible, il faut que Prince Epenge soit là. Vous n'étiez pas là? Et donc, non, c'est faux et archi faux. De toutes les façons, les Congolais. Et les $500 000 de Joseph Kabila pour le bloc patriotique. Kabila ne finance pas les FCC, seulement c'est l'Amouka qui va financer. Non, c'est une vaste blague de l'IDPS. L'histoire a été fabriquée par des gens qui travaillent dans le ministère pour amuser la galerie. Et heureusement que les Congolais connaissent la crédibilité de Martin Fayulu. En 2017, Martin Fayulu a refusé d'avoir son salaire comme député. Quand son mandat qui avait commencé en 2011 s'est achevé en 2016, il a dit « Moi j'ai été élu pour 5 ans. Après le dialogue de Saint-Sylvestre, je ne prends même pas un 100 francs. » À l'époque, un député était payé, je crois, $6 000. $6 000, vous multipliez x 12. Ça fait combien déjà? Martin Fayulu avait dit « Je ne touche plus. L'argent rentre dans la caisse de l'État. » Cet homme-là, il faut savoir le respecter. Maintenant, la Mouka, je viens pour l'essentiel. Ça, c'est une blague de l'IDPS. L'IDPS, c'est les mensonges. L'ADN de l'IDPS, c'est les mensonges. Donc, on ne va pas en parler. La Mouka, tout va bien. Entre Adolphe Mouzito et Martin Fayulu, tout va bien. Je crois que vous rassurez finalement vos militants que tout va bien. Oui, les militants de la Mouka. En fait, ils veulent nous distraire. Vous savez pourquoi ils font ça? Distraire la Mouka, distraire les forces sociales et politiques. Et entre-temps, M. Chilombo et Union Sacrée avancent avec les lois, les propositions de loi, c'est la proposition de loi électorale. Ils auront déjà fini tout, ils auront taillé la loi sur mesure, et nous, on va se réveiller, ils ont tout clôturé. C'est comme ça, mais nous, on ne sera pas distraits. Dès la semaine prochaine, les communautaires, la Mouka Adolphe Mouzito, avec le président Martin Fayulu, vont organiser des activités. Nous serons dans la rue. Soyez prêts. Nous n'accepterons pas une CNI et une loi électorale. Toutes les innovations proposées par ces 5 ans ont été rejetées. Merci encore. Merci encore. Donc, c'était Prince Epenge, président de AD2 Congo et puis communicant champ de la plateforme La Mouka. Merci d'être venu. On rappelle quand même les hors-sessions qui commencent déjà pour les examens d'État qui commencent demain. On parle également de la présentation de la ceinture du champion Barcolé qui a été à la présidence de la République. Il faut dire également que les Congolais ont commémoré le VAMA qui a marqué finalement la naissance du mouvement populaire de la révolution au l'ancien parti État. Un réel plaisir d'avoir été avec vous ce soir. Merci encore une fois pour l'équipe technique dirigée par Soulem Boyo, Koupar Bola, ainsi qu'MC Mbia Mavinga et Freddy Soumaïli. Merci à Prince Epenge d'avoir été de notre soir. Merci pour la confiance renouvelée. Merci beaucoup. On se retrouve donc les dimanches prochains pour ce magazine du dimanche. Pourquoi pas? Je vous retrouve encore le lundi pour la présentation du journal télévisé de 19h. Bonsoir.